Alors, nous allons maintenant aborder la troisième partie de cet exposé, qui est la destruction de la résilience, et nous allons regarder les facteurs qui ont favorisé la destruction de la résilience du système de santé ou du modèle social français. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, ce sont les grands principes, qui sont la liberté, la responsabilité personnelle, la propriété, la personnalité. Le respect de ces grands principes est essentiel de façon à ce que les individus puissent garder et rester résilients. Il y a un élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention sur les grands principes. Il s'agit du serment d'Hippocrate. Bien sûr, ce sont les médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate, mais dans un système aussi centralisé que le nôtre, tous les politiques qui gèrent le système de santé devraient eux aussi respecter le serment d'Hippocrate dans ces grandes lignes. Quelles sont ces grandes lignes? Le premier souci est de préserver et de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. On retrouve la définition que donne l'OMS de la santé, mais on constate immédiatement que ces éléments préserver la santé physique, mentale, individuelle et sociale n'a pas été respectée dans cette crise dite sanitaire. La manière dont elle a été gérée a porté atteinte à la santé quand on la définit de cette manière, puisque nous avons vu, la santé, ce n'est pas simplement être exempt de la Covid. Il faut respecter les personnes dans leur autonomie et leur volonté et leurs convictions, nous dit aussi le serment d'Hippocrate. Les mesures de coercition sociale qui ont été prises par les gouvernements ne respectent pas l'autonomie et la volonté des personnes. Les convictions ne sont pas respectées non plus. Les convictions, qu'elles soient fondées ou infondées, doivent être respectées parce que les individus ont des idées, ils ont des convictions, c'est le propre de l'être humain. Débattre de ces convictions, c'est aussi le propre de l'être humain. Essayer de convaincre quand on n'a pas les mêmes convictions que quelqu'un d'autre, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut respecter et le débat et les convictions, et qu'il ne faut pas, comme on le voit actuellement, limiter ou couper court à toute discussion et utiliser les anathèmes ou des noms d'oiseaux pour qualifier les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Les patients, j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Là encore, on n'est pas vraiment certain que toutes les raisons qui ont motivé les prises de décision gouvernementales aient été mises sur la place publique et bien expliquées aux Français. Et les conséquences de ces décisions, en particulier la coercition sociale ou la vaccination obligatoire dans les faits, on ne peut pas considérer que les Français ont bénéficié vraiment de toutes les explications nécessaires. Je ne tromperai pas leur confiance, je ne forcerai pas les consciences. Quand on regarde la propagande gouvernementale qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux, sur la télévision, avec des publicités, etc., qui reprennent un seul son de cloche, qui présentent l'épidémie ou l'infection d'une seule manière, ou la vaccination d'une seule manière, on ne peut pas dire vraiment que le gouvernement, dans sa propagande, n'ait pas forcé les consciences. Je tairai les secrets fait allusion bien entendu au secret médical. Le secret médical a été mis à mal, bon ça fait quelque temps déjà qu'il est mis à mal, mais il a été mis à mal en particulier avec le pass sanitaire, puisque le pass sanitaire, on connaît l'état de santé de la personne en ce qui concerne la Covid. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Or, la gestion politique de l'épidémie a entraîné une recrudescence des souffrances, tant en ce qui concerne les mesures de coercition sociale où les gens ont été enfermés, les conséquences et les souffrances se voient aujourd'hui, en particulier quand toutes les conséquences psychologiques, dépression et suicide. La souffrance également n'a pas été soulagée quand les personnes n'ont pas pu avoir accès pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu avoir accès au traitement précoce. Les personnes ensuite ont été découragées, n'ont pas été encouragées à venir dans les cabinets médicaux lors de l'épidémie du coronavirus dit de Wuhan. Ensuite ça a changé, mais ça a quand même été... Les décisions ont quand même été prises d'encourager les gens à ne pas aller dans les cabinets médicaux. Ensuite, la souffrance n'a pas été accrue quand on a divisé la population en deux parties, quand on a forcé les gens à avoir un pass sanitaire, quand on a forcé les gens à se vacciner, en dépit de leur conviction et en dépit de leur volonté. Donc, cette gestion politique de la crise dite sanitaire a induit des souffrances au lieu de les soulager.
et je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Alors bien entendu, il y a l'indépendance liée au conflit d'intérêts. Le serment d'Hippocrate dit aussi « Je ne me laisserai pas influencer par la soif de gain ou la recherche de la gloire ». La soif de gain, c'est le conflit d'intérêts. La recherche de la gloire, c'est se mettre en valeur de manière inconsidérée sur des chaînes de télé ou des médias. L'indépendance nécessaire est aussi l'indépendance vis-à-vis de l'État, et dans un système extrêmement centralisé comme le nôtre, où les professionnels de santé dépendent de la sécurité sociale et dépendent du bon vouloir du gouvernement, l'indépendance, savoir garder son indépendance vis-à-vis de ces instances est extrêmement difficile. Enfin, il y a un autre élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui est d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire est un des éléments fondateurs de l'art médical. D'abord ne pas nuire, ça veut dire qu'il ne faut pas porter aux gens, en cas de doute, de toute façon, il ne faut pas porter tort aux gens. Malheureusement, la manière dont cette crise a été gérée politiquement a porté tort à des gens. Par exemple, quand on prend la manière dont la vaccination a été imposée à la population, pour des personnes qui n'ont aucun risque, parce que ça existe, les personnes qui n'ont aucun risque de complications graves du coronavirus, les enfants, les adultes jeunes par exemple, en comorbidité, ces gens-là n'ont pas de risque de complications graves du coronavirus, le risque de la vaccination, quel qu'il soit, se retrouve supérieur au risque de la pathologie, et donc à ce moment-là, quand on impose la vaccination, on prend le risque de nuire à ces personnes. De même, nous l'avons déjà évoqué, quand les traitements précoces n'ont pas été facilités ou préconisés, quand les gens n'ont pas eu accès au dépistage à cause du plan blanc qui a trié les patients puisqu'il fallait les libérer des lits et des places pour prendre en charge les patients coronavirus, Covid, à ce moment-là, ce système a porté tort à un certain nombre de Français. Alors, d'autres facteurs ont joué dans la destruction de la résilience, mais les grands principes que nous avons évoqués étaient quand même très importants. La destruction de la résilience vient aussi des discrédits à la chaîne auxquels nous avons assisté. Alors, le discrédit du politique est quelque chose qui n'est pas un scoop. Par contre, le discrédit de la science ou le discrédit de la médecine, qui est en partie lié aux querelles qui ont eu lieu, aux querelles publiques qui ont eu lieu sur la prise en charge de cette pathologie, la manière dont cette pathologie devait être gérée, les sons de cloche différents ont fait que les Français y ont perdu leur latin et ne savaient plus à quel sens se vouer. Ils attendaient que les scientifiques se mettent d'accord et qu'il y ait une sorte de vérité scientifique qui sorte. Or, la vérité scientifique n'existe que tant qu'il n'y a pas une nouvelle hypothèse qui a mis en relief une autre vérité, parce que la science et la recherche reposent sur le doute. Donc il n'est pas étonnant, il est plutôt même sain que des scientifiques discutent et ne soient pas d'accord, de façon à ce que petit à petit, la science progresse. On ne demandait pas aux gens de donner leur opinion sur une molécule ou de donner une opinion sur un traitement. On demandait simplement aux gens de prendre des décisions pour leur santé, pour ce qui les concernait eux. Est-ce qu'ils souhaitaient, parce qu'ils avaient été convaincus, prendre un traitement précoce, par exemple, ou pas? Est-ce qu'ils souhaitaient se faire vacciner parce qu'ils avaient des risques, ou parce qu'ils n'avaient pas et parce qu'ils le souhaitaient? C'est ça le principal, c'est la volonté de la personne. On ne force pas les consciences, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, le gouvernement a utilisé la peur comme moyen de gérer la crise. Donc la peur a été utilisée comme moyen de gouvernement. Le gouvernement a fait passer l'épidémie pour extrêmement grave. Alors que dans les faits, l'épidémie ne l'est pas forcément. Ça ne veut pas dire que c'est une épidémie qui ne tue pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des victimes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décès, pas des malheurs. Ça veut dire simplement que l'épidémie est nettement moins grave que le gouvernement a voulu faire croire. Il a multiplié les images angoissantes, il a multiplié les informations angoissantes de la litanie des morts, au nombre de cas, au nombre de tests positifs, etc., à la surcharge des services hospitaliers, à la surcharge des services de réanimation. Nous avons vu des images telles que cette fosse commune immense à New York, etc., qui sont des événements évidemment très anxiogènes. Cela dit, ça ne reflète pas la réalité de l'épidémie. C'est un petit peu comme si on parlait, si tous les soirs on faisait le récapitulatif avec des images bien
angoissante de tous les accidents de la route qu'il y a eu en France dans la journée, et qu'on les répète soir après soir, et que l'on montre, et que l'on dise, voilà, ceci reflète la réalité de la circulation routière en France. Les Français sauraient tout de suite que ces accidents ne reflètent pas, heureusement, la réalité de la circulation routière. Mais ils existent quand même. C'est un petit peu la même image que l'on peut donner pour pouvoir comparer l'instillation de la peur qui a été faite. Une fois que la peur a été installée, et qu'elle est bien ancrée dans l'esprit des Français, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, c'est extrêmement difficile d'expliquer aux Français que la pathologie, bien prise en charge, aurait pu être bien mieux traitée, et la situation aurait pu être extrêmement différente. Le désarmement de la société est un troisième facteur sur lequel il faut insister. La médecine comprend plusieurs lignes de soins. La première ligne composée essentiellement des médecins généralistes, la seconde ligne composée essentiellement d'une médecine de spécialité et de technologie, puis la troisième ligne avec une médecine d'haute technologie. La première ligne de médecine, lors de l'épidémie de fin 2019, début 2020, cette première ligne qui constituait les médecins généralistes a été mise sur le côté, puisque, ça nous l'avons vu, les patients étaient encouragés à ne pas aller consulter leur médecin en cas de pathologie, et ils ont été encouragés à appeler le 15 qu'en cas de détresse respiratoire, ce qui est évidemment trop tard. La deuxième ligne des médecins, une partie a été mise sur le carreau aussi, puisque les cardiologues, les ORL, les pneumologues par exemple, ont été aussi, on a demandé à ce que les personnes n'aillent pas forcément les voir en cas de pathologie, et que là aussi ils traitent les urgences. Donc l'épidémie, le choc de l'épidémie est arrivé directement sur les hôpitaux, sur les services d'urgence. Les services d'urgence sont surchargés depuis des années. Tous les ans, il y a des images, tous les ans, il y a des reportages sur les services d'urgence débordés. Les grippes, les épidémies de grippe, on le retrouve aussi, la surcharge des urgences. Donc ce n'est pas nouveau, mais cette fois-ci, la surcharge des urgences et le manque de lits de réanimation a été utilisé par le gouvernement pour prendre des mesures de coercition sociale. Toutefois, le gouvernement n'a pas mis en service, en un an et demi, des lits de réanimation, des lits d'hospitalisation supplémentaires, mais au contraire, ils ont continué à fermer des lits. Et puis, le désarmement de la société vient aussi que tous les thérapeutiques disponibles n'ont pas été utilisées, les thérapies précoces sont extrêmement contestées et n'ont pas été validées administrativement. Le fait qu'elles ne soient pas validées administrativement ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont simplement pas validées administrativement. Et puis on a enfermé les gens. Enfermer les gens, ce n'est pas les encourager à se battre. Quand on dit aux gens planquez-vous, le coronavirus arrive, restez chez vous, c'est pas forcément un message de combat et qui incite à aller se battre et à affronter la maladie. La vaccination obligatoire est, à mon avis, aussi un facteur de résilience. Je dis la vaccination obligatoire, par la vaccination que l'on prend sur des critères médicaux qui sont la protection de la personne pour qu'elle évite la maladie, et la protection de la personne pour qu'elle évite les complications de la maladie, dans des cas où la maladie a des conséquences graves. Donc, la vaccination librement choisie par des personnes, qu'elles soient à risque ou pas à risque, est un facteur important pour la résilience justement de la société, parce qu'elle permet aux gens d'avoir aucune atteinte à leur morale ou intégrité physique ou intégrité psychologique, puisqu'ils ne sont pas forcés. Donc ils restent combatifs, dynamiques, etc. Et elle le protège des pathologies, et elle empêche à ce moment-là les services hospitaliers de recevoir des personnes que l'on pourrait éviter. Malheureusement, quand la vaccination est obligatoire dans les faits, c'est-à-dire qu'on s'oriente vers une vaccination de masse qui concerne des populations qui n'ont aucun avantage à tirer de cette vaccination-là et que les inconvénients en tirer, parce que ce sont des personnes qui n'ont aucun facteur de risque d'avoir un problème avec la Covid. À ce moment-là, on se retrouve avec une vaccination qui détruit le lien social, qui est une agression physique, une agression psychologique des personnes, et qui entraîne une destruction de la résilience, parce qu'on ne respecte pas le libre choix. Tous ces problèmes que nous avons avec la vaccination actuellement, la vaccination contre le coronavirus, viennent du fait que le libre choix n'est pas respecté. Si le libre choix déjà est respecté,
j'ai des facteurs de risque, je me fais vacciner parce que des facteurs de risque et que je le veux, je n'ai pas de facteurs de risque, mais ça fait rien, je le veux quand même. Tous ces problèmes que nous avons, tous ces débats que nous avons n'existeraient pas, parce que la responsabilité des gens est liée à leur libre choix. S'il n'y a pas de libre choix, c'est autre chose, et les gens subissent, et les conséquences délétères de la vaccination ressortent, que ce soit les conséquences psychologiques ou les conséquences physiques, ou les maladies qui peuvent éventuellement en découler. Dans la vaccination obligatoire, son outil, ça a été le pass sanitaire. Le pass sanitaire a entraîné la discrimination des populations, puisque les Français ont été divisés, discriminés, en fonction de leur état de santé et en fonction de la possession ou non de ce fameux pass sanitaire. C'est un élément de destruction de liberté, c'est un élément de contrôle des populations, et c'est surtout, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qu'à partir du moment où on avait porté atteinte à un principe, tout n'était plus qu'une question de curseur. Le pass sanitaire introduit un contrôle des populations, et c'est un premier pas vers ce qui pourrait devenir un crédit social à la chinoise. Il faut être conscient. La coercition sociale, qui a été choisie par le gouvernement comme mode de gestion de cette épidémie, est un élément profondément destructeur de la résilience, puisque ça entraîne la division sociale. Or, quand une société est confrontée à des difficultés, confrontée à une crise, confrontée à des événements dramatiques, ce que l'on demande et ce qu'il faut faire, c'est favoriser la cohésion sociale, c'est favoriser la solidarité entre les gens, c'est que tous les gens se serrent les coudes pour affronter cette épidémie, pour affronter cette épreuve en général. Malheureusement, la coercition sociale, les mesures qui ont été prises ont entraîné une division sociale. Et la division sociale se retrouve au sein des familles, puisque même au sein des familles, il y a des débats sans fin entre ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, ceux qui pourraient l'être et ceux qui ne pourraient pas l'être, etc., etc. Donc nous arrivons à une situation qui est extrêmement sociale, qui est extrêmement fragile et tendue, ce qui ne favorise pas la résilience et qui par contre favorise la destruction de la résilience et une mauvaise prise en charge de la pathologie. La division apparaît jusqu'au sein des familles, et je vous ai mis une petite diapositive qui reprend l'affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, il y avait une caricature qui disait lors d'un dîner en famille, il ne faut surtout pas en parler. La table était bien mise, chacun était en conversation tranquille, et puis ils en ont parlé, et on voyait toute la famille en train de lancer dans un pugilat gigantesque. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Il existe un pugilat gigantesque, oui, où souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, les invectives et les insultes ont remplacé les arguments. On peut avoir raison, on peut avoir tort, ce n'est pas le problème. Le problème est qu'il faut écouter ce que disent les gens et surtout écouter les personnes qui n'ont pas le même avis que nous pour savoir si leurs arguments sont convaincants ou pas et si nous avons des arguments intéressants à leur opposer. Nous allons maintenant faire une petite pause et nous allons aborder la dernière partie de cette conclusion, de cet exposé sur la résilience avec la conclusion.